Bonsoir à tous. Bienvenue à cette neuvième édition de la conférence Les Mardis de Géopragma. Nous avons l'immense honneur d'accueillir ce soir le général Daniel Scheffer qui va nous parler des enjeux stratégiques des mers d'Extrême-Orient. Et nous vous remercions, mon général, de votre participation et de vous prêter à cet exercice. Donc, votre courte biographie, vous êtes donc un général en deuxième section Saint-Cyrien, breveté de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, maître en chinois, ancien attaché de défense en Thaïlande, Vietnam et Chine, et vous êtes un observateur fin de la situation stratégique en Extrême-Orient, et vous êtes également membre du groupe de réflexion Asie 21. Madame Galacteros vous prie de l'excuser, elle ne peut pas se joindre à nous ce soir. Donc, nous animerons ici depuis Paris les questions et les réponses suite à la présentation du général Scheffer. Deux petits points de technique. Veuillez, s'il vous plaît, désactiver vos micros. Et si vous voulez poser une question générale suite à sa présentation, merci d'utiliser dans la barre d'outils, dans l'application Zoom, lever la main. Mon général, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci beaucoup à Géopragma de m'avoir invité à faire cette présentation. Je vais m'efforcer d'être dans les délais et comme je l'ai indiqué sur ma diapositive de présentation, je n'ai pas la possibilité de tout développer en détail. Donc, ça va être assez rapide, mais j'espère que ça sera suffisamment dense pour que vous puissiez bénéficier d'un maximum d'informations. Alors, avant de commencer, il nous faut faire un aperçu général de ces mers de Chine du Sud. Comme vous le voyez sur la diapositive, au nord, nous avons la mer de Chine de l'Est. Alors, je n'ai pas inclus la mer du Japon qui est ici. Ne nous intéresse pas dans l'immédiat, on pourrait prolonger plus tard, mais ce n'est pas tout à fait le centre du sujet. La mer de Chine de l'Est qui est ici, au sud, la mer de Chine du Sud. Ce sont deux mers semi-fermées. La mer de Chine de l'Est est fermée par l'archipel des Ryukyu, qui s'étend depuis l'île méridionale du Japon, Kyushu, jusqu'à Taïwan. Si on parle déjà de la marine chinoise, elle est obligée de passer, si elle veut aller dans le Pacifique, elle est obligée de passer au travers de cet archipel qui présente quand même pas mal de détroits, dont le plus important est celui de Miyaku qui fait 150 km. C'est un gros détroit. Au sud, en mer de Chine du Sud, c'est pareil. La Chine, si elle veut faire sortir sa marine vers le Pacifique, est obligée de passer soit par le détroit de Bashi, qui est ici, entre le nord des Philippines et le sud de Taïwan, ou, comme tout le monde le connaît, le détroit de Malacca. Il y a aussi le détroit de Lombok qui est praticable au travers de l'Indonésie pour parler des principaux. Donc, dans cette affaire-là, eh bien, au milieu, nous avons Taïwan qui boucle carrément ces deux festons d'archipel et qui présente un intérêt tout particulier en dehors de la récrimination habituelle de la Chine qui dit qu'elle veut réunifier la Chine en ramenant Taïwan à la mère patrie. Taïwan a véritablement un très très fort intérêt stratégique à la fois pour les Américains et pour les Chinois. Alors voyons comment les Chinois veulent à tout prix appliquer leur volonté hégémonique sur les deux mers de Chine. On va commencer par la mer de Chine de l'Est. Mer de Chine de l'Est, comme vous le voyez là-dessus, au-delà de la côte chinoise s'étend un plateau continental qui est immense, plateau continental naturel, et qui fait 110 000 marins au sud, mais 440 000 marins au nord. Or, en fonction de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Chine ne peut pas bénéficier de la totalité de son plateau continental naturel, mais seulement de 220 000 marins. Donc la Chine dit ce plateau continental, il prolonge mon continent et donc il est à moi en totalité.
Au sud de ce plateau continental, dans cet espace qui est ici, se situent les îles Senkaku, que vous voyez à gauche de ma diapositive. C'est un groupe d'îles qui se dispute entre la Chine et le Japon. Elle servait de polygone de tir à l'US Air Force jusqu'en 1978. Et en 1978, l'US Air Force a arrêté ses tirs parce que les Américains négociaient la reconnaissance de la Chine populaire, ce qui s'est fait en 1979. Donc, pour ne pas gêner les négociations, les Américains ont cessé leur tir. Ils auraient continué maintenant, jusqu'à maintenant, le problème se poserait sans doute différemment. Sur cette mer de Chine de l'Est, comme vous voyez sur la diapo, les Japonais proposent, en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de la partager selon la ligne médiane. Bon, la Convention n'oblige pas les États qui se font face ou qui sont autour d'un État côtier d'une mer semi-fermée ou fermée, n'oblige pas. Elle recommande simplement. Alors les Chinois, évidemment, en bénéficient et calquent leurs revendications, selon ce trait qui est ici en pointillé, calquent leurs revendications pratiquement sur le plateau continental et on retrouve donc les îles Senkaku, Diaoyutae en chinois, dans ce secteur sud-ouest. La Chine, le 23 novembre 2013, accentue sa revendication en créant une zone d'identification et de défense aérienne au-dessus de pratiquement tout l'espace, ce qu'elle revendique sur la Chine, sur le plateau continental. Bon, alors tout le monde a le droit de créer une zone de défense et d'identification aérienne, comme Taïwan en a une autour, le Japon aussi, en fait, se chevauchent toutes. La différence, c'est que les Chinois obligent les aéronefs qui traversent cette zone, que ce soit, et surtout dans la direction nord-sud, appliquent exactement les mêmes règles que lorsque ces aéronefs entrent dans l'espace aérien chinois, c'est-à-dire à partir d'ici. Donc, du coup, on a des sociétés, des compagnies aériennes internationales qui finalement sont otages de cette décision. Et eh bien, malgré tout, les Chinois refusent là aussi d'appliquer la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en ce qui concerne l'espace, les colonnes d'air au-dessus de la mer. Un petit mot du côté de la Corée du Sud, parce qu'il ne faut pas penser que le contentieux n'est qu'entre le Japon et la Chine. Le contentieux entre la Corée du Sud et la Chine porte essentiellement sur la délimitation de la zone économique exclusive. Elles se touchent. Et donc, tout le problème est de savoir, dans ce haut fond Socotra, s'il se trouve en zone économique exclusive du Japon, de la Chine ou de la Corée du Sud. Toujours est-il que la Corée du Sud y a construit un petit héliport, une superstructure avec un petit héliport, mais puisqu'il s'agit d'un haut fond, ni la Chine ni la Corée du Sud ne peuvent prétendre la souveraineté sur ce haut fond. Ils n'ont que des droits souverains, c'est-à-dire la Corée du Sud a pris le droit qui lui était donné par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour construire cet hélipad. Mais elle n'a en aucun cas souveraineté sur ce haut fond. Les hauts fonds font partie de la haute mer, c'est simplement une surélévation du fond de la mer vers la surface. La mer de Chine du Sud, c'est un peu plus compliqué. Comme vous le voyez sur le diaporama, sur la diapositive ici, au centre, nous avons une immense olive, en gros, qui va jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Donc, on va parler des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins tout à l'heure. C'est une zone propice au camouflage des SNLE. Le plateau continental autour de cette olive se distribue de différentes manières. Vous voyez que le Vietnam, par exemple, sur sa côte est, n'a pratiquement pas de plateau continental. Les Philippines, pas du tout en face de Luzon, un peu plus vers le sud. Et puis, il y a un immense plateau entre l'île de Bornéo et le sud Vietnam. C'est important de relever ça, comme on va le voir tout à l'heure.
Au milieu de ça, vous avez le petit archipel des îles Paracel, discuté entre la Chine et le Vietnam, le grand archipel des Spratly. Alors on va dire archipel au sens géographique, pas au sens juridique. Si on veut revenir sur cette question après, on pourra y revenir, mais je ne m'étends pas davantage sur le sujet. Et puis ici, nous avons un très grand au fond, le banc Macclesfield, et puis dans ce secteur-là, un rocher, enfin, comment dire, un volcan effondré et qui s'appelle le récif de Scarborough, qui est en dispute entre les Philippines et puis la Chine. Tout ça, on va y revenir. Le problème dans cette affaire-là, c'est que la Chine prétend à souveraineté, ou quasi-souveraineté, hein, même si elle n'a pas dit exactement cette chose-là, mais enfin récemment, la loi qu'elle a publiée, qu'elle a mise en vigueur le 1er février 2021 sur la police maritime, parle d'eau sous juridiction chinoise. Or, ces eaux prétendument sous juridiction chinoise, leur délimitation remonte à 1947, à l'époque où le Kuomintang, le parti nationaliste, était encore au pouvoir. Et donc à cette époque-là, la Chine a publié de nombreux articles et de nombreuses cartes dans des documents officiels cette prétention à souveraineté selon le tracé en 9 traits. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais présenté de revendications officielles comme chaque pays qui conquiert un nouveau continent en fait la déclaration. Donc la Chine se réveille le 7 mai 2009 en adressant des notes verbales au secrétaire général de l'ONU à la suite de prétentions à plateaux continentaux étendus du Vietnam et de la Malaisie. J'entre pas dans les détails, mais elle dit, puisque en 1947 nous avions déjà avancé notre prétention sur cette mer, eh bien, nous avons droit à une mer historique. Donc, ça s'est retoqué par le fait que la revendication officielle, la première officialisation qui arrive le 7 mai 2009, donc largement après l'adoption de la Convention de Montego Bay, le 10 décembre 1982. En outre, la Cour permanente d'arbitrage qui a statué à la suite d'une plainte des Philippines contre la Chine sur un dossier présenté le 22 janvier 2013, la Cour permanente, alors les raisons de cette plainte des Philippines étaient que la Chine ne cessait pas de pratiquer des activités économiques dans sa zone économique exclusive. On verra ça tout à l'heure. Donc la Cour permanente d'arbitrage a dit le tracé en 9 traits est sans effet légal. Donc normalement, la Chine aurait dû l'abandonner. Or, la Chine refuse le jugement donné. Elle a toujours jugé la Cour qui avait été instaurée comme n'étant pas compétente. Or, il y avait quand même 5 juges de très haut niveau qui avaient été désignés pour statuer sur la problématique. Alors, comment la Chine fait pour continuer à insister sur ses prétendus droits en mer de Chine du Sud? Donc, d'abord, il y a les revendications territoriales insulaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, et même sur des hauts-fonds contre les autres riverains. Les hauts-fonds, comme je vous l'ai dit, personne n'a le droit de revendiquer une souveraineté sur un haut-fond, sauf s'il est dans la mer territoriale du pays en question, mais là, c'est une autre question. La Chine avance des prétentions à exploitation pétrolière dans les zones économiques exclusives de tous les riverains. Elle prétend à la quasi-exclusivité de la pêche tout au nord du 12e parallèle pendant une certaine période de l'année, en général du 1er mai au 31 août ou au 15 septembre selon les zones. Et puis elle décrète que son administration s'étend sur Nanhae Judao. Alors Nanhae, Hae c'est la mer, Nan c'est le sud, Tao c'est l'île, Ju c'est le groupe, c'est le chapelet en fait. Donc pour les pays d'Asie du Sud-Est, ça correspond à la langue de buffle. Et donc c'est comme elle prétend avoir administration sur Nanhae Judao, ce qui correspond à la langue de buffle, au tracé en 9 traits.
Elle se comporte dans cette zone comme si elle était définitivement territoire chinois, mer territoriale chinoise. Le gouvernement de Nanhai Judao est confié à la province de Hainan, qui est au sud de la Chine, et à la quasi-préfecture des Sansha. Sansha, trois bancs, trois sables, littéralement. En fait, on devrait traduire ça par trois bancs, ce qui correspond au Paracel. La quasi-préfecture des Sansha est installée sur l'île Boisée de l'époque coloniale, il faut le rappeler quand même, quand la France était protecteur de l'Annam et du Tonkin, donc sur l'île Boisée, et s'étend donc sur les Paracels, sur les Spratleys, et puis sur un archipel tout à fait factice, qui est le fruit de la réflexion d'un chercheur chinois, le professeur Zhou Keiyuan, qui est professeur du droit de la mer à l'université de Manchester. Alors, je vous ai parlé de Scarborough qui est ici. Eh bien, le professeur Zhou Keiyuan insère dans son archipel factice le banc Macclesfield et le banc Truro, qui est plusieurs petits autres bancs qui sont au milieu, mais qui sont moins importants. Donc, voilà comment la Chine construit, si vous voulez, essaye à partir de ces trois archipels, de l'extension qu'elle peut en faire en termes de zone économique exclusive, comment elle arrive à prouver que la mer qui inclut ces archipels est sous sa juridiction. J'ai parlé de l'exploitation pétrolière. Alors, comme vous voyez là-dessus, sur la diapo, on retrouve bien le tracé en trait rouge cette fois-ci, et puis en pointillé, les zones économiques exclusives du Vietnam, des Philippines, de la Malaisie, de Brunei aussi, un petit peu de l'Indonésie. Et donc, dans toute cette zone-là, la Chine conteste à ces pays le droit d'exploiter leur zone économique exclusive, en particulier d'y exploiter les gisements pétroliers qui existent. Pour la pêche, eh bien, la pêche, c'est au nord du 12e parallèle. On voit que les régions les plus poissonneuses sont en vert ici. Alors, on a un petit peu de mal à voir ce que les Chinois pêchent exactement, puisqu'ils incluent également la pêche en rivière. Ça, c'est le grand fleuve. Et donc, alors, si vous voulez, sur le plan de l'éthique, on pourrait dire c'est louable, puisqu'il y a une telle surpêche dans cette zone-là que les espèces ont du mal à se reproduire. Mais le problème, c'est que les Chinois décident de ça tout seuls, de manière unilatérale. Donc, il y a abus, si vous voulez, des prétentions chinoises dans ce domaine-là. Les Chinois prétendent également, toujours parce qu'ils prétendent à leur droit territorial sur la mer de Chine du Sud, prétendent contrôler en totalité le trafic maritime qui traverse la mer de Chine du Sud. Alors, comme vous voyez ici en diagonale, il y a quand même un trafic énorme qui sert à tout le monde, pas seulement à la Chine, mais à la Corée du Sud et puis au Japon. Et donc, dans cette zone-là, eh bien, la Chine entend appliquer, en particulier, ces lois de 1992 sur la navigation dans la mer intérieure, dans la mer territoriale et la zone contiguë du pays. Alors, pour l'instant, la marine de commerce, le trafic commercial civil n'est pas ennuyé, mais la Chine conteste fortement le droit des navires, des marines étrangères de venir la traverser ou de venir y pratiquer des exercices. Or, la Chine du Sud est une mer internationale qui ouvre le droit à la pleine liberté d'action, y compris de mener des exercices militaires. Et donc, il n'est pas question, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains, mais aussi les Français, dont on parle beaucoup en ce moment, les Australiens, les Indiens, en rasant un peu les murs, viennent pratiquer les Japonais viennent pratiquer de la navigation, des exercices
dans cette mer-là. Donc, il est bien évident que à partir du moment où la Chine considère cette zone-là comme sa mer territoriale, ça ne peut pas aller du tout. Et l'objectif est de réussir à obtenir que cette mer soit vidée de tout trafic militaire international. Elle veut la sanctuariser. Donc c'est ça, c'est l'essentiel. Hein. Ce dont je vous ai parlé sont des enjeux territoriaux, enjeux halieutiques, enjeux en ressources pétrolières. Et pour un coup, je dirais, c'est la forêt qui cache l'arbre, parce que l'arbre, justement, c'est l'importance stratégique de cette mer pour Pékin, pour contenir la menace américaine, puisque tels sont ressentis les Américains par le gouvernement chinois. Alors un petit tour d'horizon sur cet encerclement. Présence américaine au Japon, en Corée du Sud, maintien du soutien militaire à Taïwan qui s'étoffe énormément depuis que Trump a commencé à approvisionner très très sérieusement Taïwan en armement. Ça continue avec Biden. Maintien du traité de défense mutuelle de 1951 américano-philippin, malgré la distanciation de Duterte, du président Duterte. Il voue une haine farouche aux Américains, à tel point que les accords complémentaires du traité de défense mutuelle, en particulier l'accord sur les forces hautes, l'accueil des forces hautes, Visiting Forces Agreement, eh bien, est en suspens depuis au moins un an maintenant, si ce n'est deux, Duterte menaçant de les abandonner. Cela dit, la pression chinoise est tellement forte sur Duterte, qui par ailleurs espérait avoir un retour de la part de Xi Jinping, puisque dès qu'il est arrivé au pouvoir, fin juin 2016, eh bien, il a dit qu'il mettait au placard la sentence, le jugement de la Cour permanente d'arbitrage. Mais les Chinois ont dit ben, c'est acquis, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne maintiennent pas la pression contre les Philippins. Donc les Philippins ont dit il vaut mieux avoir un parapluie en réserve plutôt que de tout casser. Il y a activation des accords de coopération militaire avec le Vietnam, sans pour autant que le Vietnam entre dans un accord formel avec les Américains, puisqu'ils ont une politique dite des trois non, qui leur permet de garder toute leur liberté de manœuvre et de décision dans un cas comme un autre, en cas de conflit avec les Chinois, leur permettra de décider s'ils marchent ou pas avec les Américains, etc. D'importantes ouvertures américaines vers l'Inde, bon, avec quelques problèmes en ce moment avec l'Inde, parce que l'Inde se comporte un petit peu comme les Chinois, elle chipote sur le fait que les Américains traversent, la marine américaine traverse sa zone économique exclusive. Mais là, les Indiens ont tout faux, puisqu'on peut traverser librement la zone économique exclusive d'un pays sans formalité particulière. Avec la Birmanie, ça c'est autre chose. Les relations s'avançaient très très bien jusqu'au coup d'État et du coup, bien elles se distendent un petit peu, du moins elles sont en stand-by. Le problème, c'est que si la Birmanie basculait complètement du côté des États-Unis, ça poserait problème aux Chinois, puisque les Chinois ont construit pour éviter le problème, ce qu'ils appellent le dilemme de Malacca, le risque d'un embargo ou d'un blocus du détroit de Malacca. Les Chinois veulent pouvoir éviter d'être interceptés, que leur convoi pétrolier, et non seulement pétrolier, mais aussi en matière première, soit bloqué à l'entrée ou à la sortie du détroit de Malacca. Donc, dans le Myanmar, en Birmanie, ils ont construit un oléoduc qui part du port de Xiu, excusez-moi pour la prononciation, qui va jusqu'à Kunming avec une responsabilité des Birmans de veiller à la sécurité de cet oléoduc. Donc vous voyez que le Myanmar est en bascule entre la Chine et les États-Unis. Alors, face à cette menace américaine, l'amiral Liu Huaching, que vous voyez ici,
qui est réformateur de la marine chinoise entre 1982 et 1988, a dit que si la Chine voulait pouvoir limiter la menace américaine, eh bien, il fallait pouvoir transformer la marine côtière chinoise de l'époque en marine hauturière, et il définit deux lignes de défense. La première, c'est une ligne verte qu'on va appeler défense, ligne de défense immédiate. Plus loin, donc la ligne verte s'aligne sur les Ryukyu, évidemment, Taïwan, et puis l'archipel des pays d'Asie du Sud-Est. La deuxième ligne, la ligne bleue, s'appuie sur l'arc des Mariannes, sur lequel se trouve en particulier la base américaine de Guam. Et puis un petit peu plus loin, on a la troisième ligne de défense avancée, qui s'appuie sur la dorsale en Hawaï et sur une ligne fictive qui va de Hawaï jusqu'aux Philippines. Alors le problème, sanctuariser la mer de Chine du Sud, ça c'est quelque chose, une thèse que j'avais déjà avancée en juin 2010 dans un article qui est paru dans la revue de défense nationale. Je reviens dessus parce que un certain nombre de personnes ont du mal à croire à cette affaire-là, et je suis loin de penser être en tort, mais il y a un vrai problème pour les SNLE chinois, c'est-à-dire qu'ils puissent sortir de la base sous-marine de Sanya pour rejoindre au moins les profondeurs de la mer de Chine du Sud et plus loin le Pacifique par le détroit de Vachi. Donc il y a deux zones de vulnérabilité ici pour les Chinois. Et il s'agit pour eux, dans cette configuration-là, d'échapper à la fois à l'observation aérienne hostile et aussi maritime, et de limiter les risques de détection sous-marine. Donc les deux secteurs critiques de vulnérabilité, ils sont ici, comme je l'affiche, sur la diapo. Un petit peu plus en détail, pourquoi c'est si important pour la première zone de vulnérabilité, la sortie des sous-marins des SNLE, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la base sous-marine de Sanya, qui est ici, c'est que ces sous-marins ont à franchir une zone néritique de 54 000 marins, donc 100 km, et dont la profondeur varie de 14 à 400 mètres. Donc ça veut dire une zone où les sous-marins peuvent être facilement repérés, et ce qui explique pourquoi les Américains rôdent si souvent avec leurs avions dans ce secteur-là, les P-8 Poséidon maintenant, pour essayer de voir ce qui se passe sous la mer dans ce secteur-là. Alors le problème de ces sous-marins, donc qui doivent sortir pour se projeter le plus loin possible pour représenter une menace pour les États-Unis, ces sous-marins, eh bien il y en a 6. Il y en a 6 depuis 2019 avec donc 12 missiles Dulang par sous-marin, donc ça nous fait au total 72 têtes Mirvé. Le problème, c'est que ces sous-marins sont toujours indiscrets. Ils font un bruit de 115 décibels, alors que le bruit général de l'océan est de 90 décibels. Donc, il y a un écart qui permet de les repérer facilement. Le problème de la sortie des sous-marins est de pouvoir les amener à portée des missiles Dulang, donc 7200 km, des territoires américains, au moins de la côte ouest. Alors voilà, vous avez une capture d'écran de la Chine, de la télévision chinoise, la 7e chaîne, d'un Dulang, de l'essai d'un Dulang, mais avec les prochaines générations de SNLE, en particulier celui de la classe 096 Strong et du missile Dulang 3, dont la portée possible est de 12 000 km, le problème du déploiement des SNLE chinois se posera autrement. Avant d'aller plus loin, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une force de dissuasion, à quoi servent les SNLE justement dans ce cas-là. C'est essentiellement une force de riposte et non pas une force d'attaque. Donc normalement, si les Chinois suivent la doctrine traditionnelle de la dissuasion, ils ne pourraient appliquer leur force de frappe à partir des SNLE que si les Américains ou les Indiens avaient frappé le territoire chinois en premier. Cela dit, il n'est pas évident que les Chinois, comme ils ont la fantaisie de pas mal de choses,
se décide, pour une raison ou pour une autre, très énervé, de changer la doctrine de la dissuasion pour en faire une doctrine d'attaque. Bon, pour l'instant, nous nous en tenons au principe de la dissuasion. Alors, dans ce cadre-là, que se passe-t-il si les Dulang les Dulang sont tirés à partir de la mer de Chine du Sud? Eh bien, ils atteignent à peine le nord de l'archipel d'Hawaï. Ils n'atteignent même pas Honolulu. Donc, pour compenser et approcher Konos, le continent américain, eh bien, il est absolument nécessaire pour les Chinois de sortir la mer de Chine du Sud. Donc, vous voyez bien quel est le problème qu'il faut. Donc, l'idéal, ça serait de faire sauter le verrou taïwanais. Quel serait l'avantage de faire sauter le verrou taïwanais? Eh bien, ça donnerait, alors je parle du temps de paix, du temps de crise, en temps de guerre, les eaux territoriales, tout le monde s'en fiche, on attaque, on se bat, etc. Mais je parle de la période de temps de paix ou de temps de crise, et qu'est-ce que ça donnerait à la marine chinoise? Des eaux entièrement chinoises pour passer soit au nord de Taïwan, ce qui explique l'établissement de la zone de défense et d'identification aérienne au-dessus de la mer de Chine de l'Est, ce qui explique le durcissement du contentieux sur les îles Senkaku, voire le frémissement de revendications chinoises sur les Ryukyu, sous prétexte que les Ryukyu étaient à la fois tributaires de la Chine et puis du Japon à l'époque impériale, aux époques impériales. Et puis au sud de Taïwan, eh bien, ça permettrait cette fois-ci au SNLE de sortir tranquillement de la mer de Chine du Sud sans être trop ennuyé. C'est pour ça que les Chinois veulent faire le vide stratégique de la mer de Chine du Sud. Et dans mes conversations que j'ai pu avoir avec Leszek Buzinski, qui est professeur à l'Université de défense australienne, que j'ai rencontré à l'occasion d'une conférence au Vietnam, et il m'a dit, mais Daniel, tu as les mêmes idées que moi, il faut comparer ça à l'époque où les soviétiques avaient fait des mers de Khotsk et de Barents des bastions. Donc le principe, c'est le même pour la Chine, de sanctuariser la mer de Chine du Sud et de vouloir en faire un bastion comme les soviétiques le faisaient à l'époque de la guerre froide sur les deux mers dont je viens de parler. Alors, le fait de sanctuariser la mer de Chine du Sud avec pour objectif de pouvoir positionner leur SNLE à proximité de la troisième ligne de défense. À partir de là, eh bien, ils pourraient atteindre plusieurs villes de l'Ouest américain. Et en passant cette troisième ligne, encore faut-il la passer, ce qui contraint les États-Unis à veiller justement à ce qu'elle ne soit pas passée. En la passant, ils pourraient frapper plus à l'intérieur du continent américain. Alors, faire sauter le verrou taïwanais, ben, ça soulagerait bien la marine chinoise de la contrainte sécuritaire en mer de Chine du Sud. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a au moins 4 sites, 4 ports sur la côte est de Taïwan qui pourraient être transformés carrément en base navale. Il s'agit de Suao, Hualien, Chenkong, Taitung et globalement, à 7 km de la côte, nous avons déjà 1300 mètres de profondeur. Donc, j'appelle ça du bonheur pour les SNLE. Et vous voyez bien, quand on établit la différence avec la sortie de port de Sanya et puis les possibilités que ça offrirait ici à Taïwan, il serait extrêmement intéressant pour les Chinois de pouvoir venir s'y installer. Alors, on va faire un petit peu le tour rapidement. Le premier, c'est Suao. Mais bon, l'emplacement est assez peu favorable. Il y a 17 km avant d'atteindre 900 mètres de fond. Enfin, c'est quand même mieux que les 100 km du départ de Sanya. Alors ici, les Chinois n'auraient pas grand mal à agrandir puisqu'il y a beaucoup de terrain vide. Bousculer, raser les montagnes, ça ne les gêne pas. Ils pourraient faire quelque chose. À Hualien, alors ça c'est un petit peu plus avantageux. À 7 km de la côte, on a déjà 900 mètres de profondeur. Le problème, c'est que bon, c'est une grande zone habitée, mais bon, les Chinois, ça ne dérangerait pas de déloger tout un paquet de personnes qui sont ici et de les reloger ailleurs. Chenkong, à 10 km de la côte, on a déjà 1000 mètres de profondeur.
Voilà comment se situe Chenkong, là aussi, mais il y aurait une partie qui serait tout à fait exploitable à l'ouest. Du côté de Taitung, voilà comment se présente le port. Là aussi, il y a toute une partie qui est exploitable. Et c'est pareil qu'ailleurs, à 10 km, on a jusqu'à 1300 km de profondeur. Donc, vous voyez pourquoi les Chinois tiennent absolument à, sont intéressés non seulement sur le plan des principes pour récupérer Taïwan. Je pense que la réflexion que je viens de vous présenter, ils l'ont déjà faite largement depuis longtemps. Donc, mais pour l'instant, on en est au stade du rêve. Donc, ce qu'il faut réussir, c'est sanctuariser la mer de Chine du Sud en tentant d'y interdire l'entrée. Alors, comment la Chine procède? Eh bien, elle procède de différents moyens. Les moyens, on va dire les moyens juridiques. Elle nie le jugement de la Cour permanente d'arbitrage. Donc, du coup, elle refuse d'abandonner le tracé en 9 traits. Je vous ai parlé de la nouvelle loi sur la police maritime avec le renforcement du pouvoir des gardes-côtes. Alors là, j'insiste un petit peu plus. Dans ce pouvoir qui est donné aux gardes-côtes pour opérer dans tout Nanhai et Judao, dans toute la langue de Buffle, les gardes-côtes ont le pouvoir d'utiliser des armes, les armes contre les contrevenants, y compris les armes de bord, ou contraindre à, à la démolition de constructions qui auraient été installées sur les morceaux d'îles ou d'îlots qu'elle revendique. Ainsi, par exemple, la Chine pourrait, les gardes-côtes pourraient très bien obliger une plateforme pétrolière montée entre Pétro-Vietnam et ONGC indien à démonter la plateforme. Bon, alors, on n'en est pas encore là, mais on pourra voir ce que ça va donner, sachant que les gardes-côtes s'attaqueront d'abord directement aux bateaux des pays d'Asie du Sud-Est. Et je ne suis pas persuadé qu'ils essayeraient de forcer l'USS Roosevelt, le porte-avions, à rebrousser chemin. Mais enfin bon, il y a cette police qui existe. Il y a aussi des tentatives d'entrave à la liberté internationale de la navigation en mer de Chine de l'Est, du Sud et dans le détroit de Taïwan. Il y a la prolifération d'attaques verbales et de menaces contre la présence des États qui viennent manifester pour la défense de la liberté de la navigation sur des espaces marins internationaux, donc les marins, les Américains, les Japonais, les Canadiens récemment, les Australiens, et puis nous aussi, puisque normalement, il y a la mission Jeanne d'Arc qui doit passer bientôt en mer de Chine du Sud. Protestation contre les exercices navals interalliés in situ, les intimations aux avions américains de quitter l'espace aérien au-dessus, le renforcement de la militarisation des îles Paracel et dans les Spratlys, des plateformes complètement artificielles qu'ils ont créées sur Johnson South, Govan, Quarteron, Canaan, Hughes, Subi, Firecross et Mischief. Sur les 3 derniers, ils ont créé des pistes de 3000 mètres, des pistes d'aviation. Tous comportent un petit port qui permet d'accueillir 2 ou 3 unités navales et tous comportent des radars, des missiles antiaériens et antinavires. Alors un petit coup d'œil sur cette situation. Sur la carte qui est ici en gras, vous avez les îles artificielles avec pistes de 3000 mètres et puis les positions que les Chinois ont acquis à partir de 1988 en créant carrément en enfonçant un véritable coin dans ce qui était pratiquement toute possession vietnamienne que les Vietnamiens avaient repris d'autorité à la suite de la déclaration de possession de l'archipel par la France en 1930 puis en 1933. Et puis en laissant au nord les zones qui sont occupées par les Philippins. Donc il y a un véritable coin entre les possessions, les occupations vietnamiennes et les occupations philippines. Puis en vert, ici, on a une île qui est conservée par le gouvernement de Taïwan, le gouvernement nationaliste de Taïwan. Donc on est dans un véritable jeu de Go où les Chinois ont carrément joué pour pouvoir faire les arbitres entre le nord et le sud des Spratlys. Alors, comment ont-ils créé les îles artificielles? Comme vous le voyez ici, ils ont fait venir des dragues géantes ils ratissent carrément, ils raclent carrément le fond des mers autour
autour des sites qu'ils veulent remblayer et projettent les déchets, les gravats, le tout venant sur le secteur qu'ils veulent remblayer pour en faire justement quelque chose comme vous voyez ici, un remblai et plus tard une île artificielle. Alors, c'est le problème ici. Aïe, aïe. C'est drôle, la dernière fois, ça a fait grève au même endroit. Ah, on y revient. Oh. Oh là là. Ah, alors, je prends un seul exemple, celui du récif Reef. Comme vous le voyez sur la diapo, en 2012, c'était un ancien volcan, un atoll complètement effondré, qui n'apparaissait même pas au-dessus de la mer, quelques éléments n'apparaissaient même pas au-dessus de la mer à marée basse, et les Chinois eh bien, vont reconstituer carrément cet atoll en créant justement une base militaire. On voit bien la piste qui est ici. Scarborough, qui est disputé entre les Philippines et la Chine, eh bien, est sous la menace de la création d'un tel emplacement, d'une telle île artificielle, comme ça l'a été sur les 3 autres, les 7 autres, les 8 autres dont je viens de vous parler. Pour l'instant, le programme existe, il est dans les cartons et les Chinois se sont tenus de l'appliquer par un petit peu faire plaisir au président Duterte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ça reste dans les cartons. Il déploie aussi toute une panoplie de moyens de surveillance, de renseignement. Donc ça commence par l'installation d'un réseau d'information en haute mer avec des sites qui comportent à la fois des moyens de surveillance aériens et maritimes, qui comportent des radars et des capteurs laser et infrarouges, et ces stations peuvent être à la fois flottantes ou à la fois continentales. Donc voilà le réseau qui existe actuellement, il n'est pas encore prolongé, hein. Le dernier qui a été mis en place, c'est celui sur Bombay Reef, c'est-à-dire la dernière île des îles Paracel, et l'intention est d'aller avec des stations flottantes, d'aller jusqu'au Spratly. Donc ça veut dire que tout ce qui se passera comme trafic maritime et en particulier sous-marin entre les Paracels et Spratly sera systématiquement repéré par les Chinois. Donc je repars de cette chaîne de surveillance dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec plusieurs clichés. Ici, on a des secteurs en mer de Chine du Sud, en secteur des balises flottantes. Ici, sur le territoire, sur le continent, avec une qui est prête à être emmenée au large. Création d'un centre sous-marin de collecte, sous-marin dual de collecte et de centralisation de l'information. Pourquoi sous-marin? Parce que, comme vous le savez, les armoires d'enregistrement des informations, quand elles sont puissantes, nécessitent beaucoup d'énergie et consomment beaucoup d'énergie. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Chinois ont décidé de placer ça dans la mer. Mais ça sera dual, donc ça sera de la collecte d'informations, un centre d'information, de collecte d'informations sous-marine. Ici, on a une vue qui permet de voir comment les Chinois chargent une armoire à l'intérieur de cette capsule que je vous ai présentée ci-avant. C'est l'installation aussi de ce qu'ils appellent une grande muraille sous-marine avec un réseau de sonars qui sont répartis sur tout le fond de la mer. C'est un petit peu similaire au système américain, Sound Surveillance System, SOSUS. Donc on voit bien comment ça s'étend en toile d'araignée tout au fond de la mer, avec après un relais, un transfert des informations vers un centre. Je vous ai dit tout à l'heure de cette zone vulnérable pour les SNLE qui était le détroit de Bashi. Donc le voilà un petit peu en détail. Et les Chinois ont l'intention d'implanter en zone aval, donc dans une zone qui fait jusqu'à 5000 mètres de profondeur, dans
dans la fosse de Manille, Manila Trench, une colonie robotique automatique de détection. Donc ça veut dire que vraisemblablement leur intention est de placer cette colonie robotique dans ce secteur-là, voire à proximité de la mer territoriale philippine, parce que je pense que dans un cas comme celui-là, ils ne s'encombreraient pas trop de principe, d'autant plus que leurs navires de recherche scientifique et hydrographique vont largement en mer des Philippines, dans le plateau continental étendu auquel les Philippines ont droit, pour y faire leurs recherches. Donc les Chinois ne s'encombreraient pas trop de principe pour installer cette colonie robotique dans le détroit de Bachi, y compris peut-être à proximité de la mer territoriale philippine. Il menace de créer une zone d'identification, une ADIS, une zone d'identification et de défense aérienne, carrément calquée sur le tracé en œuf frais. Donc du coup, ça remettrait, ça conférerait un espace aérien entièrement chinois qui entraînerait des complications sur le plan international, multiplication des densifications des exercices navals et aériens sur et au-dessus des trois espaces marins, parce que si les Américains viennent manœuvrer en mer de Chine du Sud, surtout eux, eh bien les Chinois répliquent depuis, en particulier avec une forte intensification depuis 2018 et des circumnavigations à la fois marine et aérienne autour de Taïwan. La multiplication des tirs d'essais de missiles balistiques anti-navires, les DF-21D et les DF-26, dont je vais vous parler tout à l'heure, entre l'île de Hainan et les îles Spratly. Alors, on en était resté au stade de faire sortir les marines étrangères de la mer de Chine du Sud, voire de les empêcher d'entrer. Alors, il s'agit même au-delà, en réussissant la sanctuarisation de la mer de Chine du Sud, de tenter d'interdire carrément l'approche, non seulement l'entrée, mais l'approche. Là, les Chinois appliquent ce qu'on appelle la doctrine A2AD, Anti-Access Area Denial, déni d'accès, déni d'accès de zone, et cumulé un petit peu avec une stratégie de défense de l'avant. Mais avec d'autres moyens qui sont des moyens spécifiques. D'abord, elle dispose de 7 sous-marins nucléaires d'attaque et en a 48 de classiques qu'elle pourrait utiliser en meute, puisque les marins chinois, comme les aviateurs chinois, les terriens chinois sont gonflés à bloc par la propagande chinoise, le moral, la formation morale des troupes, et puis en plus de ça, à partir du moment où les militaires chinois sont dans une ambiance de pays qui gagnent sur le plan international, ils sont encore plus gonflés pour pouvoir passer à des actions de force si c'était nécessaire. S'ajoute à ça un programme de développement de porte-avions, 5 prévus. Les Chinois ont commencé par nier cette affaire-là. En fait, le début a commencé en 2010 avec le Variag, ici, un ancien porte-avions ukrainien que les Chinois ont acheté en 2000, dans les 2000, prétendument pour en faire un casino dans la région de Canton au départ. Et en fait, c'était déjà pour décortiquer ce qu'il y avait à l'intérieur, pour voir comment on pourrait l'améliorer et en faire un vrai porte-avions. Donc, il était en chantier à Talienne en 2010, le voilà aux essais à la mer en 2011, et puis il est devenu d'abord, après être devenu le Chelang, il est devenu le Liaoning. Aujourd'hui, c'est le Liaoning. Il sert plutôt de porte-avions d'essai, de formation des pilotes, etc. Le deuxième est entré en service le 17 décembre 2019. Il est entièrement chinois, réalisé avec de la technologie largement empruntée aux Russes, aux Ukrainiens et puis aux Américains, voire nous-mêmes, puisque le Clemenceau que nous avions vendu au Brésil sert
a servi à former les pilotes chinois aux appontages et au décollage. Son port-base, c'est Sanya, le même que les SNLE. Voilà une autre photo de ce porte-avions. Le troisième est en construction. Alors, les informations disent qu'il est en construction sur le chantier naval de Shanghai. J'ai essayé, en fouillant au maximum, grâce à grâce aux photos satellites qui sont disponibles. Je n'ai pas trouvé sur le chantier naval de Shanghai ni celui de Dalian. Donc il doit bien être quelque part, puisque ça c'est des photos qui ont été prises d'avion et qui ont été mises à disposition de ceux qui est intéressés à la question. Alors le problème c'est de savoir si ça sera à propulsion nucléaire ou pas. Développement des missiles balistiques anti-navires, DF-21D, DF-1, Tongfang. Tongfang, ça veut dire vent d'est, dont la portée est de 2000 km. Ici, on les voit, ils ont fait un essai, ils ont fait des essais, mais sur un bâtiment fixe, qui est un ancien bâtiment, relativement ancien, de suivi de trajectoires de satellites, de missiles, justement. Et donc, a priori, ça a marché. Donc, ici, on voit des simulations de ce que pourraient être les attaques d'un porte-avions par les têtes de DF-21. Les premiers qui ont alerté sur cette affaire-là sont les Américains dans leur rapport annuel de 2010 devant le Congrès des États-Unis. Et comment ça se passe à partir du moment où le missile est lancé. Les objectifs sont détectés par la constellation de satellites Tianping-Yaokan. Une fois repéré, donc le missile est lancé. Arrivé en apogée de trajectoire, bien il redescend et à partir d'un certain moment, il est pris en compte par un hélicoptère qui dispose d'un guidage terminal par système de visée transhorizon qui amène la tête sur l'objectif visé. Pire encore, c'est le DEV-26 qui, lui, est tout récent et qui a une portée de 4000 km. Il vient de s'ajouter à cela, encore plus récemment, le missile supersonique, hypersonique à planeur, DEV-17, dont la portée va de 1800 à 2500 km et qui va à Mach 10. Les Américains, eux, ils sont quand même à Mach 22. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces missiles? Ces missiles offrent aux Chinois une triple coupole de protection au-dessus de la mer des Philippines, la mer des Philippines qui est ici. Couverture des F-21D, là, voilà. Là, ils sont obligés d'amener leur batterie à proximité des côtes. Couverture des F-26, là, on couvre les Mariannes, y compris la base de Guam. Et là, les Chinois ne sont pas obligés d'installer leur batterie en bordure de côte. Ils peuvent tirer même du fond du territoire. Couverture maximale des DF-17, la voilà. Donc on a un beau recouvrement, une triple couronne, sachant que les DF-17 peuvent avoir une allonge supplémentaire puisqu'ils peuvent être délivrés par avion. Voilà. Pour en conclure, eh bien, je dirais qu'actuellement, on a une situation de plus en plus tendue dans les mers de Chine, surtout en mer de Chine du Sud, en mer de Chine de l'Est, autour de Taïwan. Il y a manifestement des risques d'affrontements armés qui se présentent, et je dirais qu'ils seront localisés à l'Extrême-Orient. Je ne crois guère, en fait, j'ai horreur de dire je crois ou je ne crois pas, mais penser qu'il puisse y avoir un conflit nucléaire stricto sensu par échange de missiles balistiques entre la Chine et les États-Unis, je suis assez sceptique parce que même si les États-Unis sont puissances en déclin, je ne suis pas persuadé qu'ils seraient prêts à perdre leur suprématie actuelle et que les Chinois, qui sont puissance montante, veuillent tout d'un coup perdre ce qu'ils ont accumulé d'efforts en 40 ans pour arriver à la puissance qu'ils ont actuellement. Voilà un petit peu ma conclusion à partir de tout ce que je viens de vous dire. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et je suis prêt à répondre aux questions si je peux y répondre. Vous pouvez faire feu sur le pianiste.
Très bien. Merci, mon général. C'était vraiment passionnant. Avons-nous des mains levées? Je n'en vois pas encore. Je vais Alors peut-être la vous main. poser une question, Oui, mon oui, oui, général, allez-y, allez-y. en attendant la question. Euh, Quel est le positionnement et l'attitude de la Russie dans tout cela? Y en Ah, a-t-il? alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, alors je sais pas si je pars de loin maintenant ou de près. Si, faut que je parte de loin. Alors là, je vais être très offensif. À partir de la crise ukrainienne que les Américains ont provoquée, Mhm. qui a fait que la Russie, se sentant encerclée par l'OTAN, hein, Oui. eh bien, s'est jetée dans les bras des Chinois. Et il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un mariage de raisons. C'est même pas un mariage, c'est une collaboration de raisons. Mhm. Il y a toujours une méfiance énorme de la part des Russes vis-à-vis des Chinois, les Russes ayant toujours confondu les assauts des vagues mongoles avec les Chinois. Enfin, toujours est-il qu'ils ont un mauvais souvenir des jaunes. Et donc, du coup, c'est du bout des lèvres qui viennent s'associer aux Chinois. À tel point, par exemple, avant cette affaire de l'Ukraine, le changement de posture des Russes, les Russes livraient du pétrole aux Chinois, qui en ont toujours fortement besoin, par wagon-citerne. Ils refusaient absolument toute jonction d'oléoduc avec la Chine. Maintenant, les Chinois même participent même à des exploitations avec Gazprom ou Rosneft, qui est une horreur pour les Russes, mais c'est une façon de faire un pied de nez d'une part aux Américains et d'autre part, eh bien, de renforcer, se sentant menacés à l'Ouest, de renforcer leur défense face à l'Est. Alors là, les Américains ont tout font, puisque en Extrême-Orient, au lieu de se retrouver tout seuls avec les Chinois contre eux, ils risquent de se trouver avec les Russes contre eux aussi. Et là, vous voyez, je suis vraiment offensif et j'ai une position que je tiens ferme là-dessus parce que ça a été une erreur fondamentale que de suivre les Américains sur l'affaire ukrainienne. Bien, dans cette affaire-là, quand même, il faut dire que les Russes, traditionnellement, ont d'excellentes relations avec l'Inde, d'excellentes relations avec le Vietnam, proposent des armes aux Philippines, font les pieds de nez à la Chine en mer de Chine du Sud, en participant avec Petro-Vietnam dans cette ancienne coentreprise qui était Vietsoft Petro, participe à l'exploitation du gaz et du pétrole dans des blocs de la zone économique exclusive du Vietnam. Et en plus de ça, Rosneft reprend parfois les contrats qui avaient été passés entre Petro-Vietnam et certaines autres sociétés étrangères, qu'elles soient américaines, espagnoles, etc. Donc, si vous voulez, tout en étant paradoxalement alliés, ou du moins virtuellement alliés avec les Chinois. Alors là-dessus, bon, les Russes ne se privent pas de vendre des armements aux Chinois, mais ils vendent les mêmes au Vietnam, à la Russie, à l'Inde, et puis aussi à l'Indonésie. Il ne faut pas oublier l'Indonésie. Donc, il pourrait être apparaître comme un élément modérateur dans toute cette crise qui s'installe en Extrême-Orient, euh, sous réserve que, eh bien, on mette la pédale douce dans toutes les attaques que l'on peut mener, au moins verbalement jusqu'à maintenant, contre la Russie. Il faut reprendre le dialogue. Il faut reprendre le dialogue. Mais vu de ce côté-là de l'Asie, les Russes pourraient très bien apparaître comme un élément modérateur, puisque vous voulez, à partir du moment où ils ont des liens, je dirais, affectifs et traditionnels avec les pays dont je viens de vous parler, il est évident qu'à partir du moment où ils vendent des armements à ces pays-là, ça gêne un petit peu la Chine aux entournures.
Donc voilà la conclusion que je peux donner sur cette affaire. Je n'ai pas encore écrit sur le sujet parce que c'est un petit peu compliqué, mais ça vaut le coup d'approfondir cette position des Russes qui pourrait être celle de modérateur en Extrême-Orient. Merci. Avons-nous des mains levées? Alors, Hervé Maurice. Et merci. Vous m'entendez? oui, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Ah, si, je vous vois. Oui, bonjour, Voilà. Monsieur Maurice. Bonjour. Je vais vous poser une question qui est hors du sujet. Là, on voit bien apparaître la Chine, grande puissance maritime, etc. Le récent accord sino-iranien a-t-il une grosse composante ou pas du tout maritime, vu la présence aussi de certains détroits dans cette zone? Ah là là, alors là, écoutez, vous me posez une colle parce que je n'ai pas réfléchi au sujet. Oui, je n'ai pas réfléchi au sujet. Bon, il est bien évident que l'accord qui a été passé avec l'Iran, c'est aussi pour faire la pige aux Américains. Ça, c'est sûr. Euh, L'Iran, ça lui permet de se sentir soutenu. Sur le plan maritime, j'ai pas la carte en tête du nord de l'océan Indien, mais il est bien évident que la Chine est tout à fait intéressée par ce qui se passe au nord de l'océan Indien, tout simplement dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Et c'est la raison pour laquelle elle a offert des tas de possibilités de coopération avec le Sri Lanka, le Pakistan, etc., dont beaucoup sont revenus d'ailleurs, sont revenus parce que ils se sont aperçus que c'est un marché de dupes. On a aussi la base que les Chinois ont créée depuis 4 ou 5 ans maintenant sur Djibouti, mais ça s'applique plutôt dans le cadre général d'une entrée dans l'océan Indien avec volonté d'y affirmer une certaine puissance. Bien. Maintenant, avec l'Iran, il est évident que les Chinois ne vont pas s'amuser à rentrer dans le détroit d'Ormuz. Peut-être s'y tiendront-ils à l'embouchure de manière, je dirais, discrète. Je pense que si l'Iran attend quelque chose de la Chine dans ce domaine-là, c'est essentiellement un appui politique, appui militaire. En l'état actuel des choses, je ne suis pas intimement persuadé que les Chinois veuillent s'impliquer dans cette zone-là, enfin en tout cas s'enfermer dans le golfe Persique, ça, je ne suis pas du tout persuadé. Être en surveillance au débouché, oui, pourquoi pas. Et puis de l'autre côté, bien l'accord a été signé parce que les Chinois ont un énorme besoin de pétrole et que les sanctions qui peuvent être appliquées dans le domaine du pétrole par les Américains et le monde occidental contre l'Iran, les Chinois s'en battent complètement l'œil et ça leur permet de s'approvisionner en pétrole dont ils ont absolument besoin depuis 1973. Est-ce que ça vous suffit comme réponse? Ben écoutez, la plus belle fille du monde donne ce qu'elle a. Merci pour la plus belle fille du monde. Nous avons une autre question, donc un peu sur le même sujet de Monsieur Logothetis. L'accord stratégique signé entre la Chine et l'Iran n'est-il pas une sécurité pour l'Iran au regard de toute action coercitive contre l'Iran? Non, non, les Chinois ne viendront pas au secours des Iraniens s'ils sont attaqués par les Américains. Pas du tout. C'est pas actuellement dans la stratégie chinoise. La stratégie chinoise, là, serait plutôt une politique de modération, euh, d'opportunité, essentiellement commerciale et politique, essayer de rallier à la cause iranienne un certain nombre d'autres pays. Écoutez, je peux pas.
là, honnêtement, je n'ai pas, je ne me suis pas plongé à fond dans le sujet et je vous réponds de chic comme ça, sans avoir d'éléments vraiment forts pour vous apporter une réponse qui soit aussi ferme que celle que je vous ai apportée sur la Russie et les mers d'Extrême-Orient. Désolé. Très bien. Nous avons une question sur YouTube de Monsieur Cannon. N'y a-t-il pas un accès pour les SNLE via une fosse dans les Spratleys et qui permet de sortir par le détroit de Balabac? Ouh, alors là, oui, 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 effectivement. Alors, le détroit de Balabac, enfin, il n'y a pas que le détroit de Balabac, il y a deux détroits. Le deuxième, j'ai plus le nom en tête. Ce détroit, alors là, je peux retrouver une diapo là. Voilà, ici le détroit de Balabac, il est ici, et puis l'autre détroit, il est ici. Donc, il est à la jonction de l'archipel des Philippines et l'État malaisien de Sabah. Donc, le détroit de Balabac, effectivement, les Sénélars, je ne sais pas quelle est la profondeur, hein, là, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi importante que Bachi, ou Lombok, ou Malacca. Balabac, effectivement, ils pourraient y passer. Le problème, c'est que après, ils sont obligés de passer dans une mer qui n'est même pas une mer territoriale, mais une mer intérieure, hein, la mer des Philippines, une mer intérieure ici. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas la mer des Célèbres non plus, mais toute cette zone-là est une mer intérieure philippine. C'est pas une mer territoriale, c'est encore mieux une mer intérieure. C'est comme un lac, hein, si vous voulez. Et donc, le problème, c'est que si les sous-marins chinois veulent passer par Balabac et l'autre détroit qui est ici, eh bien, ils seraient obligés de demander l'autorisation aux Philippins. Alors, vous allez dire, vous allez me rire au nez, oui, mais en temps de guerre, on s'en fiche. Peut-être. Mais enfin, en temps de paix ou en temps de crise, il est évident que les Chinois, les Philippins et les Américains surveillent ces détroits qui sont par ailleurs empruntés sans autorisation préalable, crois-je savoir, par les Américains, et les Chinois les franchissent déjà avec des moyens de surface, mais en atteignant leurs moyens de signalisation automatique. Donc, ils ont été repérés par les Philippins, ils le savent, et donc le détroit de Balabac et puis l'autre ici, j'ai plus son nom, désolé, sont sous étroite surveillance des Philippins. Voilà, effectivement, c'est plausible. Il faudrait savoir quelle est la profondeur dans ces zones-là. Le passage est quand même étroit et je dirais risqué. Encore pire que de passer le détroit de Bachy. Est-ce que ça vous convient? C'est une très bonne réponse, il me semble. Avons-nous d'autres questions pour le général Schaeffer? Donc apparemment, Dany a levé la main. Mais moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir où est la main. Je ne vois pas où est la main dans Zoom. Dany active son micro. Pour lever la main, vous devez aller dans Réaction. Vous avez Réaction en bas de l'écran. Ah oui. Et si vous cliquez dessus, vous avez les symboles des mains. Ah d'accord. Mais c'est marqué applaudir alors. Ah, donc Jean-Bernard. Oui, mais j'entends et puis si je ne vois pas la main, c'est pas grave parce que moi je ne vois pas les mains. Oui, j'ai une question. Bon, effectivement, on voit que les capacités chinoises de causer des dégâts aux flottes occidentales montent en puissance. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a eu que des bâtiments qui sont presque frottés les uns contre les autres dans les incidents, et notamment dans l'île qui est dans une des îles du Spratly, où les Américains sont passés en dessous des 12 nautiques.
est-ce que tu penses que à un moment, ils vont quand même aller un peu plus loin? Alors, ils étaient déjà allés plus loin avec le Vietnam, puisque ça s'est pas mal frité, je crois, dans les années 80 ou 90 avec le Vietnam. Mais est-ce qu'avec les marines occidentales, tu penses qu'il y a un risque de passer à l'illumination, voire même à quelques échanges? Alors, il y a eu déjà, vous m'entendez là? Oui, très bien, très bien. Oui. Il y a déjà eu des illuminations par, par laser contre les Australiens qui étaient venus en escale au Vietnam et comme je parle à tout le monde, hein, je te vois. Hein. Donc, il était venu en escale au Vietnam et, comme tu le sais, on va en reparler tout à l'heure puisque tu as évoqué le sujet, par un bateau des milices maritimes chinoises. C'est arrivé une fois. Donc, il y a des possibilités pour les bâtiments étrangers qui passent dans cette mer de subir déjà dans l'immédiat des agressions de ce type ou des illuminations, hein, comme si les, comment dire comme les moyens de tir étaient orientés carrément contre l'objectif. Donc, ces possibilités existent. Il y a déjà eu quelques incidents de ce genre. L'autre chose, les Américains qui opèrent dans les 12 000 marins des îles artificielles. Eh bien, les Américains sont tout à fait dans leur droit et il n'y a pas de zone, comment dire, il n'y a pas à définir de mer territoriale donc qui correspond aux 12 000 marins autour des îles artificielles, légalement, juridiquement, puisque ces îles artificielles ont uniquement le statut d'île artificielle et non pas d'île au sens propre du mot, puisque la base de référence, c'est l'état de l'île à sa situation originelle. Donc, pour les hauts-fonds, eh bien, les hauts-fonds, par exemple, sur lesquels il y a 5 îles artificielles qui ont été créées, normalement, il n'y a aucune mer territoriale autour. Oui, c'est terrain milieu. Autour des 3 autres îlots qui ont été créés, eh bien, à partir de moment au départ, c'était des îlots qui ne se prêtaient pas à la vie économique autonome, ils n'ont droit qu'à une mer territoriale de 12 000 marins. Eux, y ont droit. Mais les Chinois ne sont pas propriétaires de ces îles, même s'ils sont installés dessus. Donc n'importe qui a le droit de passer dans ces mers territoriales. Pour ce qui est des 5 qui étaient des îles artificielles, normalement, ils pourraient même avancer jusqu'à 500 mètres, puisque le droit de la mer dit que, par mesure de sécurité, les îles artificielles doivent être entourées d'un espace de 500 mètres. Donc, il est bien évident que les Américains vont pas aller s'amuser à aller dans les 500 mètres, quoique, sait-on jamais. Bien. L'autre chose en ce qui concerne la navigation internationale. Les Allemands ont dit, nous allons participer aussi aux opérations de manifestation de la liberté de la navigation en mer de Chine du Sud. Mais nous pénétrerons pas dans les 12 000 marins des îles occupées par les Chinois. Ça, c'est carrément reconnaître implicitement la souveraineté sur ces îlots factices. Et donc, il suffit de dire on va traverser la mer de Chine du Sud sans préciser cette question des 12 000 marins. En ce qui concerne les missiles navals, alors tu fais effectivement allusion à la présence, et là je viens de sortir un article pour la lettre confidentielle 149 d'Asie 21. Bon, il n'est malheureusement accessible qu'à nos abonnés,
on ne peut en voir que le début. Mais là, il y a eu jusque peu, ça a été annoncé le 21 mars. Il y avait 220 bateaux de pêche chinois qui étaient accostés les uns aux autres sur un récif qui s'appelle Whitsun Reef, qui appartient à un atoll effondré, un immense atoll effondré qui s'appelle Union Banks, sur lequel bien les Chinois, puisqu'il là il y a des émergences, les Chinois occupent un site qu'ils appellent Chekwa, et puis les Vietnamiens ont 3 autres sites sur Sinkoe West, Sinkoe Est, et puis l'autre au sud, je ne me souviens plus de son nom comme ça dans l'immédiat. Donc les Chinois se sont installés carrément sur la corne nord de Union Banks, qui s'appelle cette corne nord s'appelle Whitsun Reef. C'est un haut fond, donc les Chinois n'ont absolument aucun droit de s'installer là, sauf si les Philippins, puisque c'est dans la zone économique exclusive des Philippins, sauf si les Philippins avaient donné droit d'y installer. En fait, les Chinois sont en train d'opérer comme ils ont opéré en 1995 sur Mischief Reef, un des sites que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc Mischief Reef ici, qui est en haut fond, qui est dans la zone économique exclusive des Philippines, que les Chinois ont commencé à investir en 1995 en prétextant qu'ils venaient, leur marine, leur flotte de pêche venait s'abriter là à cause de la tempête. Et puis ils ont installé des superstructures qui ressemblaient à des cabanons sur pilotis, qu'ils ont amélioré ensuite, et puis pour devenir quelque chose qui ressemble à ce qui était sur Subi, comme ici. On a exactement le même schéma sur Mischief Reef. Donc sur Whitsun Reef, tel que les Chinois se sont comportés, parce que la manœuvre a commencé en février 2020, avec des allers-retours de bateaux des milices navales, sans doute de l'apport de matériel, des escales faites sur Chekwa, à proximité, pour arriver à cette implantation de bâtiments, enfin cette implantation, cet ancrage au maximum de 220 bateaux des milices navales. Alors ces milices ont fini par quitter petit à petit, mais il y en a toujours 40 sur zone. Et les Philippins ont dit que, entre-temps, eh bien, les Chinois avaient créé des bases de superstructures, comme ils en avaient créé sur Mischief Reef à partir de 1995. Donc là, les Chinois sont en train de préparer l'installation d'une station identique à celle-là, en zone économique exclusive des Philippines. Alors les Philippines, d'abord, leurs garde-côtes et leurs patrouilles aériennes et maritimes ne sont pas très violentes, parce qu'ils ont découvert ça que le 21 mars, alors que les Chinois étaient implantés depuis le 7 mars. Et puis le président Duterte, qui tient à garder de bonnes relations avec les Chinois, capitule carrément devant cette affaire-là. Il est bousculé par son ministre de la Défense qui lui dit il faut quand même faire quelque chose. Et Duterte dit à juste titre, mais si j'y vais et que je les attaque, eh bien, on va perdre des marins, on va perdre des hommes, enfin, tout ce qu'on veut. Je ne peux pas faire la guerre. Je ne peux pas faire la guerre. Alors le problème de cette affaire-là, c'est que les Chinois savent très bien qu'on ne peut pas tirer sur des bateaux de pêche, puisque c'est comme ça qu'ils se présentent. Et on est en plein exemple de guerre hybride et de guerre hybride où on ne peut rien faire parce que justement ce sont des bâtiments civils. Et les Américains qui ont déjà dit quand même qu'ils considéreraient les gardes-côtes chinois comme les bâtiments des milices chinoises navales comme des bâtiments de guerre et qu'ils les traiteraient comme tels, ben les Chinois, les Américains ne peuvent rien faire parce que
avec le traité de défense mutuelle de 1951 qui s'applique parfaitement en cas d'agression des Philippins en mer de Chine du Sud. Ils ne peuvent pas intervenir parce qu'ils ne pourraient intervenir que si c'était les Chinois qui attaquaient les premiers les Philippins. Et seulement et à condition que les Philippins n'aient pas créé l'incident au départ. Donc les Chinois jouent sur du velours de manière absolument effrontée, honteuse. Ils ne piquent dans la Convention des Nations Unies du droit de la mer. Hein, le juge Carpio, qui a été juge assesseur à la Cour suprême des Philippines, disent les Chinois vis-à-vis de la Convention des Nations Unies du droit de la mer font du cherry picking. Hein, c'est très imagé. C'est tout à fait ça. Et les Chinois ne prennent dans la Convention que ce qui les intéresse. Et donc, eh bien, on se retrouve dans des problèmes tels que celui-là, où les Chinois vont s'implanter sur une zone qui est dans la zone économique exclusive des Philippines, sans que personne n'ait pu réagir. Sauf si sur le plan du droit international, la communauté internationale attaquait d'entrée au niveau de l'ONU puissamment au lieu de, comme nos ambassadeurs européens l'ont fait, au lieu de s'émouvoir de la situation et que ça créait une énorme inquiétude. Ben, voyons donc, la case est cochée, mais au niveau de l'ONU, il pourrait y avoir quand même quelque chose de puissant de fait au niveau international. Alors, dans mes propositions, maintenant, on peut toujours m'écouter ou pas m'écouter, mais enfin, je me dis que dans cette zone, les Chinois n'accepteraient pas. Mais enfin, dans cette zone, on pourrait créer une force navale des Nations Unies autour d'un pool qui pourrait être pas forcément les Américains, au contraire, qui viendra s'installer sur les atolls chinois, hein, en attendant que les problèmes se règlent. Le problème, c'est qu'effectivement, on en revient à la même chose, c'est l'histoire des CNLE qui doivent sortir de la mer de Chine du Sud. Alors, à la rigueur, le jour où les Chinois auront reconquis Taïwan, tous ces problèmes de mer de Chine du Sud pourraient tomber, se négocier petit à petit pour que la paix revienne dans cette zone-là, puisque la menace de guerre serait remontée sur le verrou. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que je le développe un petit peu plus ou quoi? Non, non, c'est très intéressant. Non, mais maintenant, donc, pour toi, vraiment, tu reviens très souvent sur Taïwan. Donc, tu estimes que finalement, si les Chinois font quelque chose, c'est sur Taïwan qu'ils le feront, quels que soient les risques pour eux. Ah ben, le problème, c'est que l'appui américain à Taïwan crée pour l'instant un moment suffisamment dissuasif pour leur interdire d'intervenir. Hein. J'ai déjà dit en diverses occasions que il faudrait réussir avec les tableaux d'effectifs et de dotation, la largeur du front que présenterait Taïwan, y compris les bordures maritimes, comment on pourrait établir des jeux de guerre pour voir comment ça se passerait entre le front chinois et le front taïwanais, sachant que les Taïwanais n'ont pas de recul, alors que les Chinois auraient la capacité d'amener 2, 3, 4 vagues successives, quoi. Et tout le problème réside dans la capacité des Taïwanais à faire face, d'une part, et puis d'autre part, d'être assurés de l'appui américain. Alors l'appui américain, est-ce que les Américains s'engageraient vraiment pour les Taïwanais? Pour l'instant, ils livrent des armes en quantité. Pas forcément les armes qu'il faudrait aux Taïwanais, parce que quand ils leur vendent des chars Abrams ou des obusiers, même si son dernier cri, ça veut dire qu'on a admis que les Chinois aient pu débarquer sur Taïwan, alors que le problème, il faudrait absolument interdire l'accès des rives taïwanaises aux Chinois. Ça veut dire pour les Taïwanais des moyens missiles nombreux, des moyens antimissiles nombreux, des moyens de pose de mines à l'entrée des ports chinois
en quantité, enfin des moyens de minage du détroit de Taïwan. Je ne suis pas persuadé qu'ils aient tout ça, les Taïwanais. Hmm. Et la montée des océans, est-ce qu'elle aura une incidence dans quelques années? Oh, sur Taïwan, je pense pas, parce que c'est un vrai caillou, hein, c'est au milieu de c'est au milieu des mers. En revanche, ça pourrait avoir effectivement des incidences sur les îles, enfin l'île Pratas, on dit les îles Pratas, mais ça aussi c'est un atoll complètement effondré avec une île qui dépasse, hein, sur lesquelles les Taïwanais ont construit une piste aérienne. Donc là, effectivement, on pourrait avoir un risque de montée des eaux, de même que sur l'île de Ituaba, dans les Spratlys, qui est la plus importante des îles, mais bon, je ne sais pas quelle est son élévation. En revanche, effectivement, avec la montée de la mer, les îles artificielles que les Chinois ont créées, ça pourrait peut-être leur poser des problèmes, d'autant plus que par ailleurs, j'ai vu un ou deux articles, mais ça suffit pas pour apporter des preuves que les Chinois devaient faire face à des érosions dans certains coins de leurs îles artificielles, puisque dans cette mer-là, lorsque la mer est agitée, elle est extrêmement violente. Autant elle peut être calme par instant, autant elle peut être violente, notamment au moment des typhons. Et il n'est pas impossible que les eaux érodent une partie de ces îles artificielles. Quand on fait du remblai comme ça, même si on compacte, C'est là c'est la tellement pas très fiable. voilà, absolument. Voilà ce que je peux apporter comme réponse à votre question. Merci. Merci. Patrick a une question. Si vous pouvez désactiver ou activer votre micro. Patrick. Voilà. Oui, voilà. Patrick Ferrand. Donc, j'ai une question générale à répondu en partie. On peut quand même dire actuellement qu'on est la période de tension actuelle est plus un jeu de cache-cache entre bateaux. Si ça tourne en crise, en vraie crise, ça ne pourrait tourner qu'en une bataille navale, en fait. Il n'y a pas de scénario prévoyant une occupation du continent chinois par l'armée américaine ou des choses euh, plus grandes. On en reste à une tension, au pire donc à une bataille navale, et on dirait au bout de deux porte-avions coulés, on arrête la guerre et on reprend les négociations. Écoutez, je vous suis parfaitement sur cette affaire de bataille navale. Je ne sais même pas s'ils iraient jusqu'à deux porte-avions coulés, mais en tout cas, les îles qui sont là au milieu feraient l'objet d'affrontements aussi, évidemment. Hein. Il est bien évident que si les Américains pouvaient détruire les pistes qui sont là, ou les radars ou les systèmes d'armes qui sont en place, il est bien évident qu'ils chercheraient à le faire. Mais bon, il n'y a pas de projet, à mon avis, à ma connaissance. Ça serait bien trop ambitieux ou bien trop agressif de projet d'invasion du continent chinois par les Américains. Voilà. Bon, écoutez, vous avez fait une analyse que je rejoins. Je ne sais pas si c'est la peine d'étoffer davantage. Très bien. Merci, mon général. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense que nous allons clore cette conférence. Nous voulions vous remercier à nouveau vivement, Général Scheffer, pour cet exposé passionnant. Je voudrais vous annoncer que donc, la prochaine conférence, les Mardis Géopragma, aura lieu le mardi 18 mai. Et deux des membres fondateurs de Géopragma et membres du conseil d'administration, donc Jean-Bernard Pinatel et Gérard Chenel, ont écrit une analyse très intéressante et passionnante sur les îles Spratly que nous allons mettre en ligne sur notre site demain. Et nous mettrons également en ligne cette vidéo.
Voilà, ben, je vous salue chaleureusement et je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. À vous aussi, merci pour votre invitation. Au revoir. Au revoir.